Depuis les 2 dernières années, le monde a été témoin d'une recrudescence du terrorisme mené essentiellement par le groupe État islamique. L'origine de la création de ce groupe ainsi que la montée de l'islamisme radical peut remonter jusqu'à la Première Guerre mondiale. En effet, l'Empire ottoman qui possédait un vaste territoire du côté sud de la mer Méditerranée se trouvait du côté des perdants, avec l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois. Lors de la signature du traité de Sykes-Picot en 1916, la France et le Royaume-Uni se sont donc partagés ces territoires du Proche-Orient. Les frontières instaurées après la Première Guerre mondiale ne tenaient pourtant pas compte des peuples qui vivaient sur ce territoire. Cela a causé de grands schismes qui expliquent les ressentiments des peuples du Moyen-Orient envers les Occidentaux. Rétablir leurs anciens territoires est une des motivations de l'État islamique. Nous sommes maintenant en mars 2003. C'est le début de la troisième guerre du Golfe ou guerre d'Irak. En gros, les Américains débarquent au Moyen-Orient avec l'intention de libérer le peuple irakien de la dictature de leur ennemi Saddam Hussein. Une fois la victoire remportée et leur mission accomplie, les Américains commettent la grave erreur de laisser derrière eux un pays à feu et à sang, totalement instable et surtout avec un chef d'État détesté par le peuple. C'est à ce moment que l'organisation terroriste Al-Qaïda en a profité pour grandement accroître son influence territoriale. Ce groupe terroriste a simplement profité du chaos pour gagner en force et pour propager son message radical. L'ancien régime totalitaire de Saddam Hussein avait au moins le mérite de ne pas permettre ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, Al-Qaïda a fini par s'essouffler, son chef a été assassiné et le mouvement a beaucoup perdu en force. Ainsi, entre 2004 et 2006, le chef de la partie d'Al-Qaïda en Irak, Abu Moussad al-Zarqawi, a pris la décision de se détacher et de créer son propre groupe. Ce nouveau groupe, qui deviendra État islamique, repousse les limites de la violence en déclarant la guerre partout et contre tous, que ce soit contre l'Occident ou contre n'importe quel musulman ne partageant pas ses idées. Al-Zarqawi a été à son tour tué par les forces américaines, mais cela n'a pas suffi à stopper le mouvement. C'est un prisonnier du centre américain de détention de Bouka, Abu Bakr al-Baghdadi, qui reprend la tête de l'organisation. Il en est présentement le chef. Au début de l'été 2014, ce dernier s'autoproclame calife de l'État islamique. Il en profite aussi pour s'emparer des villes irakiennes de Mossoul et de Tikrit. En à peine quelques mois, l'État islamique prend une ampleur démesurée. En octobre 2014, son territoire s'étend de l'Irak à la Syrie sur plus de 200 000 km², ce qui correspond à peu près à la superficie du Royaume-Uni. D'où vient le triste succès de l'État islamique? On se demande forcément comment expliquer sa domination sur le Moyen-Orient. Principalement, c'est économiquement que l'État islamique se démarque des autres groupes terroristes. Son budget de l'année 2015 est estimé à 2 milliards de dollars américains. Cette colossale fortune vient entre autres du pillage de la banque de Mossoul en 2014. Cette opération leur a rapporté environ 430 millions de dollars. L'État islamique a aussi mis la main sur des armes d'une valeur approximative de 1 milliard de dollars américains que l'armée américaine avait laissé derrière elle après la guerre en Irak. Enfin, le meilleur revenu de ce groupe lui vient de la contrebande. Une grande partie de la contrebande de l'État islamique passe par la Turquie. Il pratique aussi le trafic d'œuvres d'art et d'esclaves. Toutefois, environ 40% de l'argent de l'État islamique se fait grâce aux gisements de gaz naturel et de pétrole sur son territoire. D'après le cabinet américain IHS, ils arriveraient à produire 2 millions de dollars par jour grâce à l'or noir. Évidemment, ils doivent le vendre sur le marché noir à des prix moindres, mais cela reste leur nerf de la guerre. Ce groupe terroriste reçoit du financement des pays du Golfe et taxe également largement la population qui vit sous son contrôle en argent et en produits agricoles. Voilà donc comment l'État islamique arrive à tenir tête à la coalition internationale. À l'heure actuelle, il est encore impossible de dire de combien de combattants l'État islamique dispose-t-il réellement. Beaucoup d'experts se sont pourtant penchés sur la question. Les chiffres vont de 10 000 à 200 000 djihadistes. En tenant compte du territoire qu'ils possèdent ainsi que des assauts qu'ils arrivent à mener, il est toutefois plus logique d'estimer le nombre de djihadistes de l'État islamique à la hausse. Chaque pays tient son propre bilan du nombre de départs vers la Syrie ou l'Irak. Au Canada, on peut estimer ce nombre à une centaine de gens ayant rejoint l'État islamique. En France, ce nombre a passé la barre des milliers. Les pays qui fournissent le plus de djihadistes sont la Tunisie, la Jordanie et le Liban. Sur cette carte, on peut observer le nombre de combattants ayant quitté leur pays d'origine pour la Syrie ou l'Irak depuis 2012. En prenant d'assaut nombre de villes irakiennes et syriennes, l'EI a mis en déroute les armées de ces deux pays. Il a aussi éclaté la frontière entre la Syrie et l'Irak. En ce moment, cette organisation terroriste maîtrise un immense territoire sur lequel elle applique ses propres lois, qui sont extrêmement radicales. Ce territoire s'étend approximativement de Mossoul à Bagdad en Irak et de Alep à Homs en Syrie. En bref, les deux pays sont mis à feu et à sang et ceux qui y vivent encore n'y sont pas en sécurité. Les affrontements entre l'État islamique et l'armée syrienne, les forces kurdes ou encore la coalition internationale sont quotidiens.
La guerre provoquée par l'État islamique est aussi responsable du siège de Madaya, une ville victime d'un grave problème de pénurie alimentaire depuis 6 mois. D'autres villes vivent également le même genre de problème. ما دخلنا لنا بالطرفين بدنا ناكل ونشرب بدنا نكون لنا بامان بدنا نكون المخيم امان بدنا نكون لنا ما دخلنا بحدا ما دخلنا بحدا والله ما دخلنا والله واللي اسمه الله ما دخلنا بدنا ناكل بدنا نشرب بامان شو ذنبي انا ما اشوف ابوي انت اصلي ما شفت ابوي الله يوفقني على الثواب الله يوفقه صلي سنه مو شايف ابوي صلي سنه مو شايف ابوي انا ما دخلني انا عيلتي كلها انا ما دخلني انا لازم نطلع الحواجز ماخذونا لأن شو دخلنا نحن ما دخلنا ما معنا عقيد الراس 10,000 و12,000 Cela m'amène à un autre problème causé par l'État islamique. Un problème qui a frappé l'Europe il y a quelques mois et qui frappe maintenant le Canada à son tour. Ce problème, c'est la crise des réfugiés. En effet, si ces gens fuient si désespérément leur pays, c'est parce qu'ils ne peuvent plus y vivre. Il est presque impossible d'habiter en Syrie en ce moment. Les risques sont trop grands. Depuis le début de la guerre civile en Syrie, sur les 22 millions d'habitants de ce pays, on estime le nombre de personnes ayant tout abandonné pour fuir dans les pays environnants à 4 millions. Le flot de réfugiés est arrivé en Europe, mais peu de pays étaient prêts à les prendre en charge. L'Allemagne a aussi fait un gros travail en ce sens en accueillant au total 1 million de réfugiés. Le Canada, pourtant très loin géographiquement du Moyen-Orient, est aussi touché par ce phénomène puisqu'il reçoit maintenant aussi des réfugiés syriens. Les dégâts de l'État islamique, ce ne sont pas que ça. Ce sont aussi des familles brisées, des enfants volés. Des jeunes complètement transformés, manipulés qui quittent soudainement leurs parents pour s'envoler pour la Turquie, puis traverser en Syrie ou en Irak. Nous verrons plus tard ce qui les pousse à commettre un tel acte. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Une fois sur le terrain, personne ne peut dire s'ils sont encore en vie. À des milliers de kilomètres de là, des mères en pleurs espèrent vainement le retour de leurs enfants. Évidemment, le groupe État islamique commet beaucoup d'attentats dans les pays environnant la Syrie, mais aussi en Europe, jusque dans la capitale française. Ils sont de plus en plus audacieux et semblent disposer de beaucoup de moyens. Il est rare de voir des attentats aussi bien organisés que le massacre du 13 novembre. Ils arrivent à créer un climat d'insécurité dont ils profitent grâce à leurs actes de barbarie. Le dernier des torts causés par le groupe État islamique, c'est qu'il représente de manière affreuse toute la communauté musulmane. À l'islam, qui est une religion de paix et de partage, combien y associe le terrorisme? Les gens ont peur de cette religion. Pourtant, l'État islamique n'a rien d'islamique. Dans certains pays occidentaux, un climat de peur s'installe. On devient plus hostile envers les étrangers et c'est exactement ce que souhaite l'État islamique, car cela crée un sentiment de rejet qui est parfaitement propice à la radicalisation et au recrutement djihadiste. Cela devient malheureusement un cercle vicieux qui tourne en avantage pour cette organisation terroriste. Face aux agissements de l'État islamique, les réactions varient selon les intérêts des différents acteurs. La Russie soutient le gouvernement syrien de Bachar al-Assad dans sa lutte contre l'État islamique. Le président syrien est aussi appuyé par l'Iran, qui cherche à préserver son gouvernement chiite contre les terroristes sunnites de l'État islamique. La coalition internationale, qui est menée par la France, est contre Bachar al-Assad tout en combattant l'État islamique. L'Arabie saoudite, quant à elle, se contente de préserver son territoire et ses avantages. L'idéologie du groupe État islamique est simple. Elle est basée sur une interprétation extrêmement radicale de l'islam, issue d'un courant de pensée appelé le salafisme. En premier lieu, les membres du groupe État islamique cherchent à établir un califat, à dominer l'Occident. Autrement dit, selon eux, tout le monde sans exception devrait vivre en respectant leur loi. Le groupe État islamique est de croyance sunnite. Cela explique qu'il cherche à intégrer à son image et à son contrôle les différents éléments d'un gouvernement. Pour ce faire, il se sert injustement du terme djihad. Le djihad, selon l'État islamique, c'est tuer partout et à toute occasion le plus de mécréants possible. En réalité, le terme djihad signifie l'effort ou la résistance personnelle contre le mal. Selon l'islam, il y a en tout 80 occurrences de ce terme. Or, une seule d'entre elles fait allusion à la guerre comme le perçoit l'État islamique. De plus,
Le djihad armé est possible seulement en situation de défense légitime contre l'oppresseur. Tuer des civils est évidemment interdit par l'islam. Les terroristes du groupe État islamique ne savent pas interpréter correctement les textes sacrés. Ils combattent les mécréants, ce qui réfère aux non-musulmans, aux occidentaux et à tous ceux qui n'adhèrent pas à leurs propos, qu'ils soient musulmans, chiites ou sunnites. Ils veulent aussi reconstituer le territoire du Cham et défaire le traité de Sykes-Picot. Le Cham est un territoire où le prophète Mohammed a dit que se formera une armée sacrée à la fin des temps. En gros, la radicalisation, c'est quand un individu décide d'adhérer à une idéologie radicale. Il existe plusieurs formes de radicalisation, allant des gangs de rue, aux attentats solitaires et au djihadisme. Ici, nous nous intéresserons à la radicalisation provoquée par les groupes djihadistes et plus particulièrement par le groupe État islamique. La radicalisation est un phénomène loin d'être rare ou isolé. On a observé des cas de radicalisation un peu partout dans le monde. Peu de gens le savent, mais même à Montréal, des dizaines de jeunes ont tenté ou réussi de s'envoler en Syrie. Aussi, il faut savoir que plusieurs études ont été menées en Amérique et en Europe qui démontrent unanimement qu'il est impossible de définir un profil type de djihadiste. Cela complique évidemment la tâche des forces de l'ordre qui tentent de contrôler l'idéologie de l'État islamique. Le groupe État islamique se démarque d'autres groupes terroristes comme Al-Qaïda par sa grande capacité de recrutement. En effet, ce groupe est parvenu à rallier des milliers de gens à sa cause. Les jeunes quittent leur famille du jour au lendemain pour rejoindre la Syrie ou l'Irak. La question est, mais comment ça fait-il ? Pour commencer, le recrutement de l'État islamique est énormément aidé par Internet ainsi que les réseaux sociaux. En quelques clics, il est maintenant beaucoup trop facile d'entrer dans l'univers radical du djihadisme et même de contacter des recruteurs de l'État islamique. Cela est dû aux algorithmes des réseaux sociaux qui permettent d'agrandir très vite son cercle de connaissances jusqu'à plonger dans l'univers djihadiste violent. Stéphane Berthomé, un spécialiste de la radicalisation et du terrorisme, l'a prouvé en créant un faux compte Facebook et un faux compte Twitter avec lesquels il s'est fait passer pour un jeune adulte s'intéressant à la situation au Moyen-Orient. En plus d'être submergé par des images de Kalachnikov et de décapitation, il a fini très rapidement par entrer en contact avec un recruteur connu et recherché du groupe État islamique. Cela prouve la facilité avec laquelle on peut se retrouver dans l'engrenage du djihad grâce à l'Internet. Le groupe État islamique a très bien compris qu'il doit tirer avantage d'Internet et de la technologie. C'est devenu une de leurs grandes forces. Ils ont réussi à médiatiser au maximum leurs actions. Contrairement à d'autres groupes comme Al-Qaïda, l'État islamique produit des vidéos de très bonne qualité qui se retrouvent sur Internet et qui sont diffusées un peu partout dans le monde par les grandes chaînes de télévision. Cela leur fait beaucoup de publicité. Le groupe État islamique prend la diffusion de son image très au sérieux. Ces vidéos de propagande sont réalisées par une société de médias au Moyen-Orient s'appelant Al-Hayat. L'État islamique est très conscient des codes à respecter et ces vidéos font preuve d'une grande application et d'une grande connaissance des normes occidentales. En effet, pour s'assurer de bien attirer leurs cibles, les spécialistes de l'État islamique empruntent la structure et les codes visuels des jeux vidéo et du cinéma hollywoodien. Les responsables de la propagande de l'État islamique connaissent bien l'univers des jeunes qu'ils visent. Ils se servent de la mise en scène de leurs vidéos pour toucher avec force les gens qui les regardent. Ils arrivent ainsi à avoir beaucoup d'impact et cela partout dans le monde. Ils connaissent les faiblesses de leurs cibles et savent comment les séduire. Pour comprendre cela, il faut être au courant du principe d'adhésion émergentiste. Yannick Bressan, un spécialiste en neuropsychologie cognitive, explique que ce principe est le moment où un individu va adhérer à une réalité construite de toutes pièces au point que sa réalité quotidienne va s'effacer au profit de la réalité émergente. En gros, cela signifie qu'il existe un stade auquel quelqu'un fait une rupture avec sa vie pour se tourner vers un univers fictif. Cela peut s'appliquer à plusieurs choses. En ce qui concerne le djihadisme, voici comment on peut l'expliquer. Une personne, un adolescent ou un jeune adulte, musulman ou pas, éprouve une certaine fragilité psychologique. Il a besoin d'être valorisé. Il est donc plus susceptible d'adhérer à une idéologie radicale. Cet individu s'intéresse à l'islam ou à ce qui se passe au Moyen-Orient car les groupes terroristes semblent pouvoir combler ces différents manques. Il veut éventuellement se convertir et fait des recherches sur Internet. Il tombe sur des sites ou des personnes qui présentent une vision radicale de l'islam. De fil en aiguille, il adhère progressivement à cet univers. Il suit régulièrement les vidéos de l'État islamique. Alors que pour la majorité de la population, ces vidéos provoquent du dégoût et elles finissent par provoquer chez lui une fascination pour le mouvement djihadiste. Il veut absolument faire partie de ce qu'il croit être une grande famille. À ce moment, l'individu est en rupture et prêt à tout pour atteindre son but.
Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'essentiel travail des recruteurs djihadistes est la séduction. Ils savent très bien comment appâter les jeunes susceptibles de rejoindre l'État islamique. Ils offrent une vision du monde extrêmement simplifiée avec une barrière très claire entre le bien et le mal, ou le bon musulman et le mécréant. Évidemment, le mensonge et les fausses promesses sont leurs meilleures armes. Leur approche n'est pas la même pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes, ils font appel aux instincts primaires en présentant une vision sexy et tendance du djihad, donc de grosses voitures, de gros fusils d'assaut, une barbe, le regard ferré, etc. Pour les femmes, c'est différent. Leurs motivations sont de se marier, d'avoir une vie saine et conforme à leur foi, de faire du travail humanitaire, d'aider des enfants oppressés par le régime syrien. C'est donc sur ces aspects que les recruteurs de l'État islamique se basent pour attirer les femmes dans le chemin du djihad. Ce qui est sûr, c'est que dans les deux cas, les gens rejoignant les groupes djihadistes sont persuadés de faire quelque chose de bien. Ils se sentent un peu comme des chevaliers allant à la rescousse de la veuve et de l'orphelin ou allant venger leurs frères musulmans. L'État islamique sait très bien comment appuyer sur ce sentiment et comment développer une haine contre l'Occident pour favoriser la radicalisation. Leurs vidéos ont aussi un effet de dégoût, mais cela est aussi bon pour l'État islamique car cela provoque une crainte augmentant l'islamophobie qui elle-même favorise la radicalisation. La question est, pourquoi ce sont les jeunes qui sont le plus touchés par le recrutement? En effet, selon Frankie Bernech, professeur en psychologie du développement à l'Université de Montréal, durant la fin de l'adolescence, le cerveau est encore en développement. Cela a pour effet de favoriser l'adhésion à des comportements extrêmes. C'est aussi une période où l'humain a un sentiment d'importance et d'invulnérabilité. Cela explique que l'adolescence est une période très propice à toute forme de radicalisation. Un autre facteur majeur de la radicalisation est, comme l'explique Jocelyn Bélanger, la douleur psychologique. Les individus victimes de rejet social, de difficultés familiales ou scolaires ou qui n'adhèrent plus aux valeurs occidentales se tournent souvent vers les extrêmes. Ces gens-là sont près de la rupture. Ils se dirigent alors vers les groupes terroristes, car ceux-ci leur semblent régler tous leurs problèmes. En effet, ces gens ont l'impression qu'ils trouveront dans les groupes terroristes le respect, le sentiment d'importance et d'appartenance dont ils ont besoin. Cela devient pour eux une nécessité d'appartenir à un groupe. Ils se tournent vers le djihadisme car c'est une idéologie facile à assimiler. Tout cela, ce sont les multiples mensonges de l'État islamique. Beaucoup de gens arrivent ou ont essayé de quitter la Syrie après quelques semaines au sein du groupe. La réalité est loin d'être telle que les recruteurs la présentent au départ. Tous les ex-djihadistes le disent, l'État islamique détruit tous les idéaux qu'il fait valoir dans son discours. L'organisation est corrompue, les gens sont forcés à commettre des actes barbares. De plus, l'État islamique s'attaque même aux musulmans sunnites et les combattants étrangers servent de chair à canon. Les jeunes adolescents arrivant en Syrie sont exploités. L'organisation aurait aussi recours à une forte drogue pour forcer les combattants à perpétrer leurs actes de violence. Premièrement, pour battre l'État islamique, il faut jouer son propre jeu, c'est-à-dire gagner la guerre psychologique. Il ne suffit pas d'emprisonner ou d'exterminer tous les djihadistes jusqu'au dernier. Il faut tuer leur idéologie car sinon le problème se déportera à un autre endroit pour repartir de plus belle. Lors de frappes aériennes, il faut également être très prudent car chaque perte civile joue en faveur de l'État islamique. Pour les battre physiquement, il faut arriver à couper leurs sources de revenus, leur alimentation et les laisser ainsi s'épuiser par eux-mêmes. Pour combattre la radicalisation et l'idéologie, beaucoup de progrès restent à faire. C'est un aspect énormément négligé par les gouvernements. Il faut miser sur la prévention et la déradicalisation. Il faut sensibiliser la population, mettre les gens en garde contre les techniques de radicalisation. Pour cela, on doit agir vite, car la prévention est plus efficace auprès des enfants. Nous avons aussi besoin de plus d'établissements comme le Centre de prévention de la radicalisation à Montréal. Arrêter les prédicateurs et les recruteurs est utile, mais seulement à court terme, car il y en aura toujours de nouveaux. Il faut aussi créer des organismes spécialisés dans la déradicalisation, qui est une technique qui s'est révélée très efficace partout où elle a été employée. Dans le meilleur des mondes, on arriverait à renforcer la société québécoise pour en faire un bloc soudé et uni, totalement imperméable aux messages de haine et d'intolérance de l'État islamique. Voilà pourquoi il faut à tout prix éviter l'isolement et l'islamophobie, car cela est propice à la radicalisation. Il faut investir aussi dans des institutions de déradicalisation, car c'est comme ça qu'on viendra à bout du djihadisme. Il faut aussi investir dans des programmes d'aide aux familles. En effet, les parents sont totalement démunis quand ils assistent à la transformation de leurs enfants. Il y a de grosses lacunes dans ce domaine. Les médias sociaux ont aussi leur part de responsabilité. Facebook et Twitter devraient beaucoup mieux contrôler ce qui circule sur leur plateforme. Enfin,
Une autre façon de réduire indirectement la radicalisation, ainsi que beaucoup d'autres problèmes, est de réduire la pauvreté et les inégalités sociales, car ce sont les mauvaises conditions de vie qui créent les douleurs psychologiques qui mènent elles-mêmes à la violence et à la radicalisation. Il est clair que l'État islamique ne s'arrêtera pas de lui-même. C'est à nous d'agir afin de mettre un terme à ces actes.